expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme. L'émission Libre Expression de ce vendredi soir sur Télé Congo aura pour thème le dialogue. Est-il nécessaire de procéder par le strict respect de la règle de droit dans la résolution des crises politiques en Afrique ou faut-il privilégier le dialogue? La question sera débattue par Asie Dominique de Marseille et des confrères journalistes. Libre Expression avec Asie Dominique de Marseille. Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Bienvenue à cette émission Libre Expression. Dialogue étant défini comme conversation entre deux ou plusieurs personnes. Dialogue aussi est défini comme étant discussion ou négociation, souvent dans un contexte social et politique, mot à la mode, dévoyé parfois, détourné de son sens premier, mais néanmoins répandu. Ce concept de dialogue fera donc l'objet de cette émission Libre Expression et nous avons comme invité ici sur ce plateau Asie Dominique de Marseille, il est journaliste. Bonsoir Asie. Bonsoir Emery Obarigui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal, il faut communiquer, c'est notre métier. Voilà. Et pour tenir cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon confrère Fortuna Boni Ngolali, journaliste également. Salut Fortuna. Bonsoir Obargui, et je suis très heureux d'inaugurer ce plateau de libre expression, il faut le dire. C'est la nouvelle émission de Télé Congo, l'émission qui est consacrée au débat d'actualité, et je suis très heureux d'inaugurer ce plateau. Et surtout dans un univers tout à fait exceptionnel. Voilà. Merci, Libre Expression, pour que le soleil de la vérité demeure au firmament du savoir. Vous allez désormais vous habituer à cette émission. Et pour commencer, aujourd'hui, il se dégage une impression que les Africains ont comme un problème avec le concept de démocratie. Alors, peut-on dire ici, à Zidou de Marseille, que les Africains ont-ils une démocratie spécifique? Oui, d'entrée de jeu, quand vous posez cette question, je crois qu'il faille redéfinir la démocratie à l'africaine. Le mot n'est pas nouveau. Un écrivain congolais l'a dit, démocratie à l'africaine, c'est de son pays. Je crois que les données, à entendre votre introduction, ils sont en train de donner raison à ce chercheur qui a pensé qu'il y a une démocratie à l'africaine. Vous avez bien dit, regardez aux États-Unis, regardez en France. Mais pourquoi alors le problème se pose en Afrique? Donc, il faut redéfinir la démocratie vraiment africaine. Et le débat, il est ouvert, et je crois qu'on parlera suffisamment de cette démocratie africaine. Alors, Asie de Marseille, est-ce une raison pour justifier les multiples dialogues qui se tiennent un peu partout, surtout ces derniers temps en Afrique? Nous allons parler de la Côte d'Ivoire lors de la crise qui a opposé Gbagbo à Ouattara, le Burundi, la RDC à côté de nous, et au Congo, récemment, avant les élections, nous parlerons du dernier dialogue de Sibiti, mais il y en a plusieurs. Est-ce une raison aujourd'hui de justifier qu'il nous faut une démocratie à l'africaine? Bon, oui, je crois qu'il y a le oui. Le oui, pourquoi? Mais le concept de démocratie, il faut d'abord dire qu'il est parti de l'Afrique. Je me réfère toujours en lisant le livre de Michel Guy dans son pays, il décrit cela. Et je regarde encore le livre de ces penseurs, Guillaume d'Albert de France, qui dit la démocratie devrait ressembler au mode de vie des citoyens. Autrement dit, ce serait un discours qui plane sur la tête des citoyens si les citoyens ne sentent pas ce que ce discours dit. Donc, vous devez ressembler au discours qui gère votre cité. Si la démocratie est un modèle de gouvernement, mais si ce modèle ne s'apparente pas aux hommes qui font le pays, qui sont au pays, qui vivent, eh bien, il est éjecté comme ça dans l'air. C'est comme du pipeau, c'est comme un simple vent. Et c'est là la question importante. Nous avons des constitutions qui étalent très bien l'exemple de la règle de droit, mais quand nous avons un problème, nous recourons toujours au dialogue. Vous avez bien dit, au dialogue. Et chaque fois que nous sommes dans une élection, on arrive au dialogue. Mais c'est les hommes politiques qui nous appellent au dialogue. Ils initient le dialogue, ils se retrouvent, ils en débattent. Et vous allez voir, comme vous avez dit au Gabon, Ali Bongo gagne, Ping proteste, il faut aller au dialogue. Au Burundi, c'est la même chose au dialogue. En Libye, c'est la même chose au dialogue. En Côte d'Ivoire, au dialogue. En RDC, nous sommes là en plein dialogue. Alors, pourquoi le dialogue alors qu'à la règle de droit? Vous allez voir que la règle de droit qui est typiquement conçue à l'occidental ne s'adapte pas à la donne africaine.
Autrement dit, pourquoi dialoguons-nous? On aurait pu appliquer absolument l'arrêt de droit parce que le droit canalise tous les schémas de la vie. Or là, ce schéma-là du pouvoir a maille à partir avec l'application de l'arrêt de droit. Alors, mais est-ce que là, c'est pas une raison de dire que dialogue en Afrique égale à, on va dire, contraire de la démocratie, égale à contraire de la loi, comme vous le dites, l'absence de la loi, le déficit de la démocratie? Non, je crois que ça ne peut pas. Mais non, si vous pensez que la meilleure déficit de la celle qui est occidentale, je dis non. On peut penser que la démocratie telle qu'elle a été décrétée à la Bolle, 1989, je crois, par Mitterrand, et que 37 ans après, on pense que tous les Africains ont changé, ils vont faire comme la Bolle. Non, 37 ans, c'est même pas 50 ans. Déjà pour les indépendances, nous avons près de 50 ans, on n'a pas totalement changé, comme de fois pour une notion d'appel démocratie. Le problème, c'est qu'elle est conçue telle qu'elle est là à l'occidental, avec cette règle de droit. Mais les Africains ont cette chose, quand ils ont un problème, ils se retrouvent. Quand ils ont un problème, ils se retrouvent. Mais également, quand ils gèrent une nation, mais ça ne peut pas fuir, ça ne peut pas les abandonner. C'est leur vie au quotidien. Avant 89, ou avant même que nous soyons des républiques, mais nous avons vécu. Comment nous résolvons nos problèmes? Est-ce qu'on peut effacer ça par le simple fait qu'un document est tombé qu'on appelle Constitution? C'est là où j'ai dit, prenons cette démocratie occidentale, adaptons-la avec la vie africaine, mettons un peu du jus africain dedans, et ce jus africain, je crois qu'il se trouve là au niveau du dialogue. Azidoum de Marseille, au Gabon par exemple, le président Ali Bongo entend organiser un dialogue avec l'opposition. Pensez-vous que ce dialogue n'est-il pas nécessaire? Oui, mais il est nécessaire. Pourquoi? Je vous dis, on rejoint l'Afrique africaine. Écoutez, en Occident, tu peux souffler d'à côté, l'autre qui a la maison à côté de chez toi, il ne regarde pas. Hein. En Occident, tu peux tenir la partie, tu es en train de crier, le monsieur il passe, il ne te regarde pas. Mais les Africains ne vivent pas comme ça. On se réveille le matin, on toque à la porte de l'autre, comment tu vas? Mais c'est notre culture, vous allez dire que ça n'existe pas chez nous. Les Occidentaux pleurent notre chaleur. Les Africains sont chaleureux, ils se fréquentent, ils causent, ils prennent des nouvelles. En Occident, tu te réveilles le matin, tu rentres dans un bus, tu fais 100 km, tu ne parles à personne. Mais chez nous, quand on prend un bus ici, on parle Bakongo, Makele, Kele, Potu, Mungali, on cause. Alors, vous renvoyez ça à vos fils qui sont devenus leaders politiques. C'est parce qu'Azi devient demain président, il oublie que cette convivialité existe. Ali Bongo gagne. Il constate que, quelque part, il y a des Gabonais qui ne se retrouvent pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas seulement appliquer la règle de droit gérer seul. J'appelle Ping, on va essayer de dialoguer et trouver un moyen de satisfaire celui qui a perdu. C'est pas occidental, hein? Azidoum de Marseille, pour quelles raisons convoque-t-il, je parle des décideurs ou les oui, mais ils convoquent le dialogue parce qu'ils se disent, j'ai gagné, ok? Mais il y a un malaise, celui qui a perdu n'est pas content. Il n'accepte pas ma victoire. Il se met dans la rue. Il est capable de bloquer le fonctionnement de l'État. Est-ce que je vais observer pour dire non, j'ai gagné, va t'asseoir, tu as perdu, reste chez toi? C'est là où le quota africain apparaît. Qu'est-ce que je fais? En Occident, quand on a gagné, vous sortez dans la rue, on envoie la police, on vous mate parce que tout va l'ordre public. Mais les Africains vont toujours mater leurs oppositions, ceux qui marchent dans la rue. Mais non, nous avons un côté affectif. Écoutez, mon ami Ping, je suis Ali, j'ai gagné, est-ce qu'on ne peut pas dialoguer? Mais quand vous dites que l'ONU encourage le dialogue pour l'éclosion de la démocratie, mais oui, mais ils pensent que si nous prenons des armes, on ne va pas s'entendre. Si nous dialoguons, on peut s'entendre. Mais est-ce que l'ONU pose le problème des acteurs? Lesquels vont au dialogue? Mais c'est les hommes politiques. Quand tu veux dire, c'est pour résoudre le problème politique. Les populations, en fait, ne sont pas tenus ni de compte. Les populations se trouvent qu'à travers ces leaders-là. Le dialogue n'est pas seulement politique, mais malheureusement en Afrique, la plupart des dialogues que nous... sont politiques. Sont politiques et souvent voués aux questions électorales. Nous faisons rarement les dialogues pour des questions de société, les questions d'économie, les questions culturelles. C'est des questions de pouvoir. Le pouvoir est fondamental. Il donne des ailes, il donne la puissance. Vous gérez un État, vous gérez les hommes. C'est ça. Vous verrez que dans tous les pays africains, on ne va pas dialoguer parce que la culture est malade. On ne va pas dialoguer parce que le sport est malade. On va dialoguer parce que l'économie est malade. On dialogue quand le pouvoir est en train de changer de camp ou d'être conservé. C'est là où il y a le problème. Mais parce que le pouvoir, c'est même le moteur existant de la vie. Et le chef, il a une certaine autorité. Azidoum de Marseille, en RDC, le président Kabila organise un dialogue tout juste à la fin de son mandat. Alors, est-ce que le dialogue voulu par le président Kabila est-il opportun? Bon, oui, j'ai dit qu'il est opportun. Ils étaient confrontés, ils sont jusque-là confrontés à un problème réel. Qui dépasse même l'exemple de l'arrêt de droit. Je vous ai toujours, depuis le début de cette émission, que nous avons maille à partir avec notre coutume, notre manière de vivre africaine, la manière, et l'arrêt de droit occidental, c'est des belles lettres
qu'il faut déboucher. Voilà le cas de la RDC, si on peut mettre les pendules à l'heure. La commission européenne indépendante qui prépare une élection dit l'élection c'est en décembre là, dès que c'est fait, nous n'avons pas pu terminer le toilettage du fichier électoral, c'est impossible. Ils se sont référés à la méthode occidentale, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle qui se trouve le plafond du droit, rend le droit. Il dit, dans ce cas nous reportons, ça se vous terminer. Mais l'opposition a dit pas question. Mais si nous étions à l'Occident, on aurait pu observer cette règle de droit qui fait que quand la Cour constitutionnelle parle, plus personne ne parle. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Mais on a mis de côté parce que des gens marchaient, parce que des gens n'ont pas accepté, parce que des gens n'ont pas cautionné. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas un cabinet de marcher sur les gens qui ne sont pas d'accord. Vous n'avez pas dit, bon, sortons les chars, tirons sur eux. Il faut faire avec eux. En Occident, je dis bien, on aurait pu dire, on attend. Mais là, on dit non. Il faut que tu dégages. Les autres disent non. Il faut passer par l'élection. D'où dialoguant. Je perds quelque chose, vous perdez quelque chose. On s'assoit, on s'entend. On dit comme en Afrique. Faisons comme en Afrique. Sous le mbongi, sous un arbre, et on dialogue. C'est là où la notion de dialogue à l'africaine, comment pas définir la démocratie à l'africaine. Tout à l'heure, je disais que le dialogue est la manifestation de la démocratie. Donc ça veut dire que ça ne s'oppose pas à la démocratie. Le problème, c'est que tel qu'ils sont organisés en Afrique, c'est le dialogue, on peut le dire, est frappé de suspicion. Parlons du cas de la RDC ou du Congo-Brazzaville. J'aimerais comprendre, si vous voulez aujourd'hui que le dialogue devienne un modèle de gestion, d'accord, mais parlons d'abord des retombées de ce dialogue. Le cas du Congo. Nous avons commencé en 2009 avec le dialogue de Brazzaville. Il y a eu Evo, il y a eu Doluzi, récemment Sibiti. Aujourd'hui, peut-on, pouvez-nous nous dire aujourd'hui quelles sont les retombées? Qu'est-ce que cela a changé dans la démocratisation du Congo? Oui, mais justement, Azid de Marseille, avant de répondre à la préoccupation des forces Ngolali, alors, pour le cas du Congo, doit-on dialoguer ou pas? Oui, mais pour le cas du Congo, mais c'est pas possible que vous pouvez exclure le dialogue de la gestion d'un État. Oui, c'est impossible. Il faut dialoguer, mais vous partez même plus loin, mais vous devez même repartir de la conférence nationale. Mais le tout premier dialogue historique de ce pays, c'est la conférence nationale, non? C'est un dialogue national qui a fait asseoir les forces en présence au palais du Parlement. On a dialogué. Mais c'est parce qu'on partait d'un modèle de gestion à un autre modèle de gestion. Il faut s'entendre. Comment on va partir du mono au multipartisme? On s'assoit. Le chef d'État accepte, il convoque le dialogue. Eh bien, tout le monde est là-dedans. Mais malgré les timiditudes, mais il a tenu bon. Il aurait pu dire, j'arrête parce que le dialogue a viré à une forme de règlement de compte. Il a dit non, laissez les gens parler. Mais laisser les gens parler, ce n'est pas la règle de droit. C'est qu'en Afrique, on veut que les gens parlent aussi. Il a laissé parler et au sortir. Parler pour l'intérêt d'un seul homme. Oui, mais ça peut être pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt d'un seul homme, d'un seul clan. Est-ce que ce jour-là, on parlait de l'intérêt de qui? À la conférence nationale. C'était pour changer notre modèle de gouvernement. Oui. Et dans le contexte actuel. Oui, quand on sort, on y arrive, non? Oui. Mais quand on sort. Mais nous sortons du dialogue, parlons dans le cas du Congo pour ne pas usurper l'histoire. Quand nous sortons de la conférence nationale, mais le pays retrouve une vie que je peux dire harmonieuse, puisque nous avons à la démocratie. Mais vous voyez bien que le chef d'État qui est élu, après, Pascal Lissouba, mais il faut écouter le discours de Pascal Lissouba. Le pays est en paix. Il faut écouter le discours. Libre expression. Pour l'histoire, un Congo nouveau né, celui de la démocratie pluraliste. Par la splendide leçon de démocratie que le peuple congolais vient de donner à la face du monde, le poète qui disait Congo Moké, Ezali Congo Monene, était loin de penser à une telle exactitude de son propos. Libre expression. Mais quand Pascal Lissouba a fini de dire ça, il faut voir comment il crée son parti dans cet ancrage-là, où il est tout content parce que la scène politique est complètement assainie. Libre expression. Vous avez confié les différentes missions de remettre entre vos mains votre palmier, vos militants, vos sympathisants. Libre expression. Les effets du dialogue, comme vous avez demandé quels sont les effets, mais les retombées sont là. On parle quand même du mono pour le multiparti. Maintenant, nous arrivons finalement à tous ces problèmes. La guerre du 5 juin, on parle du dialogue,
cessation des hostilités, on arrive à l'autre là, au Gabon pour régler nos contentieux, on revient jusqu'à aujourd'hui. On n'a parlé que chaque fois, c'est-à-dire on n'a pas traversé un mandat sans qu'on parle de dialogue. Alors, mais pourquoi ça revient? Même si vous dites que c'est pour les intérêts des ennemis, oui, mais ce sont les gens qui gèrent le pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui parle au fauteuil présidentiel. Il y a des citoyens qui ont présenté leur programme pour être élus président. Quand ils sont battus, ils demandent le dialogue. Je suis en train de vous montrer pourquoi on appelle toujours au dialogue, que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Le problème que je pose, c'est celui-là. Est-ce que c'est pas si aujourd'hui il y a plusieurs dialogues qui s'organisent au Congo, est-ce que ce n'est pas parce que les règles et les principes ne sont pas respectés? Pourquoi vous ne croyez pas que c'est vrai? Parce que le système tel qu'il est conçu par l'Occident est difficile à appliquer. Mais dites-moi, quand vous dites le dialogue, moi, je vous pose le dialogue dans cette émission comme quelque chose qui vient demandé par l'opposition comme par le pouvoir. Comment vous expliquez ça? Vous n'allez pas me dire qu'au Congo ou en Afrique, il n'y a que le pouvoir qui demande le dialogue? Non. Pourquoi diable les hommes politiques qui ont devant une constitution peuvent la mettre de côté pour demander de dialoguer? La demande peut venir de l'opposition comme du pouvoir. Le débat ici, comment vous expliquez que nous laissons la règle de droit, nous allons au dialogue? Ça veut dire quoi? Les hommes politiques ont compris que finalement, cette donne appelée dialogue est capitale dans la gestion du pouvoir en Afrique. Voilà le cas, c'est celui que je pose. Je ne dis pas qu'il en fallu de Pierre de Paul, mais en Afrique, l'opposition comme le pouvoir appelle au dialogue. Et nous voilà analyser sur le plateau, excusez-moi, oui. Que dit la Constitution à propos du dialogue? Mais la Constitution actuelle a pris en ligne le col le dialogue. Avant celle-là, elle parce qu'elle a compris, le cas du Congo, nous sommes le Congo, les Congolais ont compris que finalement, le dialogue reste un leitmotiv important pour la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'insérer dans la Constitution. Nous sommes le premier modèle. Comment vous voyez le dialogue de manière générale en Afrique? Comment vous voyez le dialogue demandé au Burundi? Comment vous voyez le dialogue demandé en Libye? Le dialogue demandé en RDC? Donc, je vous fais montrer que le dialogue est appelé de tous ses voeux. En ce moment-là, je termine pour qu'on se comprenne. En ce moment-là, le Congo, l'ayant compris, l'a inséré dans sa constitution. Ça veut dire quoi? Qui vous dit qu'au sein de cette émission, les États africains comme le Gabon, comme la RDC, comme le Rwanda, le Burundi, comme la Libye, ne vont pas aussi insérer la notion de dialogue dans la Constitution? S'ils l'insèrent alors que le sol n'a pas inséré, donner raison à une notion payante que la démocratie est africaine. Nous savons qu'en 2009, il y a eu dialogue à Ivo, 2013 à Dolisie, 2015 à Siviti. Dans le contexte actuel, de quel dialogue avons-nous besoin? Un dialogue qui repose sur la gestion du pouvoir. Lequel? La gestion du pouvoir. Mais à Dolisie, à Ivo, nous sommes partis faire quoi? Mais c'est le même dialogue qui revient, vous me posez la question. Qu'est-ce que nous sommes partis faire à Ivo? Non, tel que les élections sont organisées, vraiment ce n'est pas bien fait. Il faudrait que l'opposition et le pouvoir s'asseyent pour regarder. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils veulent faire un consensus autour d'organiser l'élection. Ce n'est pas autour d'organiser des examens, ce n'est pas autour d'organiser la santé du Congo. Le problème est d'abord du pouvoir. Le pouvoir en Afrique il se fait, et on peut le gérer que par la Constitution, l'arrêt de droit, ou on peut le gérer aussi avec l'influence de la vie africaine, du consensus. Et on constate que le consensus revient de temps en temps. Alors on a fait Ivo. Quand on se retrouve à la fin, on dit « Ah non, 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 Ivo, ce n'est pas suffisant. » Toujours les hommes politiques. Ne les prenez pas dans ce débat comme opposition au pouvoir. Prenez ce débat comme les Africains qui demandent le dialogue. Pourquoi on ressent le débat? Et on se retrouve à Dolisie, toujours dialogue. Le chef d'État dit « Je vous ai écouté parler, mais je veux également que vous échangez avec moi. » Mais ce n'est pas la règle de droit. Là aussi, c'est le dialogue. Donc, vous imaginez, vous êtes journaliste. Donc, le dialogue devient un élément capital dans la gestion du pouvoir. Ainsi donc, comme vous dites, c'est lequel? Mais c'est le dialogue politique. Comment faut-il faire asseoir la politique qui roule très bien sur ses rails si nous ne pouvons pas dialoguer? Est-ce qu'on peut faire vivre la politique en Afrique sans dialoguer? Si vous dites oui, allons-y. Quels sont les éléments? Est-ce qu'on peut aller avec le dialogue réussir? Si vous dites oui, quels sont les éléments? Quand vous parlez du dialogue, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le dialogue doit remplacer la démocratie ou s'ajouter à la démocratie en Afrique? C'est ce que j'aimerais comprendre. Et si mais qui vous dit que le dialogue n'est pas démocratie? Il faut dire, est-ce que le dialogue peut ressembler à la règle de droit? Le dialogue, c'est la démocratie initiée un peu à l'africaine, c'est-à-dire quand nous avons un problème. Mais quand vous rassemblez tout le monde sous un bongui pour parler, mais c'est la démocratie. Vous n'avez pas décidé de vous seul dans votre maison. Il faut dire. Est-ce que le dialogue tel qu'ils sont organisés en Afrique rendent-ils service à l'Afrique, aux Africains et à la démocratie africaine? Je dis oui. Je dis oui. Pourquoi? Je vais donner des exemples. Prenez le cas du Congo. Conférence nationale, les gens se sont retrouvés.
Le dialogue, s'il ne sert pas le Congo, bon, qu'est-ce qu'on fait? Les chefs d'État qui ont dit non, j'ai pas besoin de dialogue, je m'en veux casser moi cet édifice, on s'en va. On épargne le sang par le dialogue. Regardez en RDC. Mais les autres sont de la rue, non? Qu'est-ce qui empêche à Kabila de dire, bon, écoutez, l'armée marche, moi je suis ceux qui sont en train de bouder. Non. L'Africain conteste la gestion du pouvoir par la règle de droit. Est-ce que vous m'entendez parler? Cette contestation, au lieu que celui qui est au pouvoir réponde par les armes, il répond par l'appel au dialogue. Le dialogue, la RDC a résolu véritablement le problème? Mais il a résolu le problème, lequel? C'est celui d'éviter qu'il y ait sang, qu'il y ait prise d'armes, qu'il y ait mort d'hommes. Si la démocratie appelle la mort des hommes, elle n'est plus une démocratie. Mais quand vous dites qu'il a résolu, bon, est-ce que vous pensez que c'était normal? Je vous pose le préalable simple. Le cas, par exemple, de la RDC. Bien. Tshisekedi, tu peux sortir, faire ce que tu veux. Nous, si on ne veut pas dialoguer, nous, si on fait ce qu'on veut. L'État est paralysé. Vous appelez quoi? Vous appelez la Constitution? En ce moment, si vous êtes Ngolali, vous gérez la RDC. L'État est paralysé, vous allez faire comment? Si la RDC arrive à ce niveau, c'est un problème du non-respect des règles. Et voilà. Des droits. Mais il suffit juste de respecter la loi telle qu'elle est établie pour éviter de multiplier les dialogues. Je reviens sur le Congo. Je reviens sur le Congo. Ça se passe 2 mandats. 2 mandats. Bon, on dit la règle de droit dit ton mandat est fini. OK? Comme vous dites, on peut respecter la règle de droit, on y va. Ça se quitte, on va s'asseoir à Oyo, son mandat est fini. Mais je vous donne l'anecdote qui va vous faire marrer. Souffrez que je vous donne cette anecdote parce que ça va tout résumer. Moi, je suis conseiller départemental à Evo, je bats campagne. Je reçois les jeunes dans ma maison, on parle de l'avenir politique du pays. Je leur dis, le président Sassou ne sera plus candidat, il s'en va. Mon oncle qui n'entend pas français, entend son parler de Sassou. Dès que tout le monde est sur le midi, moi, Dominique. Quoi, le président Sassou, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, le président Sassou ne sera plus candidat, il s'en va. Il me pose la question, tu m'entends? Quoi, il est malade? Je dis non. Il est fatigué? Je dis non. Mais pourquoi il s'en va? Il dit la démocratie. Il dit la démocratie, c'est l'enfant de qui? La démocratie, c'est l'enfant de qui? Comment voulez-vous qu'un chef qui n'est pas malade, qui est encore fort, qui peut diriger l'État, vous voulez qu'il parte? Allez-y dire à mon oncle au village que tu ne respectes pas la règle de droit. Écoute, Ngolali, je vais faire asseoir les vieux du chemin, je dis respecter la règle de droit. Il dit, monsieur Azi, nous vivons depuis longtemps, on n'a pas ta règle de droit. Si la règle de droit ne nous sert pas, est-ce que tu vas les contrer par la force? Mais il faut les écouter. Ne la prenez pas comme un discours qui n'intéresse que les intellectuels universitaires que vous êtes. Malheureusement, quand vous allez au vote, vous avez besoin de ces papas-là. C'est parce que tu vas faire un discours là-bas que la démocratie va dire ça, on va s'asseoir, comment on va t'écouter? Pour lui, non. Un chef, on le dégage par maladie, on le dégage par décès. Il te dit, nous avons toujours vécu comme ça. Ton éducation aura quel sens? Tu vas éduquer ceux qui ont une vie. Pour eux, le chef, on le déboulonne pas un matin. On le chante pas parce qu'il est fatigué. Il n'est pas fatigué, il n'est pas malade. L'idée de mon oncle est une thèse de doctorat. Il n'est pas une démocratie à l'occidentale, une démocratie à l'occidentale. Comment vous faites cette différence? Oui, je dis la différence, c'est quoi? Regardez ce que mon oncle dit. Mais ne dites pas qu'il ne comprend pas. Mais il comprend. Il a vécu comment? Mitterrand l'appelait pour le lui dire. C'est toi l'intellectuel qui a suivi Mitterrand. Mitterrand venait faire un cours au Congo, non. On vous a parachuté le discours, vous l'avez écrit, vous avez dit, bon, maintenant nous passons à la démocratie. Quels sont les Congolais qui sont partis assister à cette messe qui change? Tes grands-parents voulaient ce qu'on appelle démocratie, l'alternance. Et concrètement, en ce moment-là, la différence c'est quoi? C'est que, en ce moment-là, le terme dialogue revient. Pourquoi? Il faut prendre en ligne de compte le point de vue de ce papa-là. Ce papa-là, c'est un exemple, c'est tous les vieux papas du Congo qui nous honoraient comme ça. Parce qu'ils ont vécu que comme ça. Et tu dois avoir 39 ans de bol qui t'ont dit change. Lui, il n'est pas parti à la bol. Lui, c'est pas lire. Il faut les prendre en ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait à son, on se dit voilà. Vous voulez que Sassou ne parte pas à la maison parce qu'on ne peut pas décommer un chef comme ça? Non, je comprends, mais il faut qu'on s'entende. La règle de droit, il va te dire, je ne comprenais pas la règle de droit. Commencez, nous allons marcher. Donc moi, je dis, je vous écrase. Marchez, je sors des charges, je vous écrase. Non, en ce moment-là, on dialogue. Ceux qui veulent que Sassou reste, ceux qui veulent que Sassou parte, on s'assoit. Et quand on s'assoit, on regarde. C'est ça l'Africain. Est-ce qu'en Occident veut vivre ça? Non. Le vieux d'Occident ne parlera pas comme mon oncle. Le village qui ne comprend pas que la loi congolaise vaudrait bien qu'après 2 mandats... Il ne la connaît pas. Enfin, il ne comprend pas. Il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'enseignement. En ce moment-là, il faut parler de l'alphabétisation pour amener le peuple à comprendre la loi. Vous n'allez pas dire que le dialogue remplacerait la loi. Non, nous ne comprenons pas. Monsieur, je m'évertue à vous dire, quand vous ne comprenez, moi aussi, je ne vous comprends pas. Je vous ai dit que, tel que la Constitution a dit la règle de droit chez nous, il faut que nous l'adaptions, je ne vais pas dire la jeter, au modèle africain. Pourquoi? Mais quand tu dis ce papa-là, il faut l'éduquer. Dis-moi, excuse-moi, permets que je te le dise. Dites-moi, si ce papa, tu dis quoi l'éduque? Mais évite d'être démagogue. La démagogie, c'est quoi? C'est dire les choses que tu ne peux pas faire. Évitez d'être démagogue si vous êtes un homme politique, vous êtes journaliste. Soyez réaliste. Parce que le journaliste n'est pas celui qui pose des actes ou tu donnes des notions qui sont irréalisables. Vois la réalité du terrain.
tu vas partir de Pointe-Noire à Ifondo en train d'aller éduquer les populations sur la nouvelle donne de la démocratie. Mais ils vont te dire, nous aussi, nous n'acceptons pas cela parce que nous n'avons jamais vécu comme ceci. Ces échanges sont difficiles. Ça ne s'obtient pas en 10 jours, en 1 an, ça ne s'obtient pas en 20 ans. Donc pendant ces 20 ans-là, tu marches sur eux, tu les écrases, ne sois pas démagogue, dis. Il y a un problème réel. La démocratie ici devient un luxe pour les intellectuels. Mais pour les papas qui sont au village, ils savent pas ce que ça veut dire. Malheureusement, c'est eux qui vont aller voter. Qu'est-ce que je fais? Il faut commencer à comprendre que le papa, l'oncle d'Asie, n'est pas l'oncle de l'Occident. Un oncle, si mon oncle était français, il comprendrait ce que ça veut dire. Mais le français ne comprend pas ce qu'on fait chez nous. Si tu dis aux Français, maintenant, il n'y a pas d'alternance. On change le chef quand il meurt. Le vieux français qui est mon oncle dira, mais c'est ce qu'elle dit. Voyez-vous, ça change. Et c'est cette réalité qui montre que, je vais terminer en disant, la règle de droit, il faut l'accepter, elle est bonne, mais attention, quand nous arrivons devant le pouvoir et l'opposition, le pouvoir en Afrique, sont toujours bloqués sur la question du dialogue. Quand vous dites qu'on va remplacer la règle de droit par le dialogue, mais vous dites-le aux hommes politiques et de l'opposition du pouvoir. Le dialogue n'est pas réclamé par le pouvoir. Il faut que je vous dise non. Finalement, ce gars nous montre que la notion du dialogue habite et l'opposition du pouvoir. Qu'est-ce que l'Afrique a à voir avec le dialogue alors que l'Afrique a la règle de droit? Voilà la question fondamentale. Qu'est-ce que l'Afrique cherche dans le dialogue alors qu'elle a la règle de droit? Et je vais terminer en disant ceci, vous surprenant. La Libye a des problèmes. La France demande de dialoguer, les États-Unis de dialoguer. Ça n'existe pas dans leur constitution. Quand vous voyez la constitution française, on ne parle pas de dialogue. La constitution américaine parle de dialogue. Mais d'où vient-il qu'ils sont en train de demander le dialogue en Libye? Regardez, en RDC, même le pape demande qu'il faut dialoguer. La France demande, les États-Unis disent, il faut absolument dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, celui qui ne dialogue pas, il a des problèmes. Allez, vous imaginez ce que... Mais pourquoi les Occidentaux qui respectent la règle de droit, M. Ngolali, toi qui parles, non, c'est un problème d'éducation. Pourquoi les Occidentaux disent pas que non, nous n'acceptons pas qu'on dialogue? Voyez-vous, même eux, ils n'acceptent pas. Ils acceptent ça. Aziz de Marseille, pour terminer cette émission, alors on entend plusieurs sons de cloche au sujet du dialogue exclusif, dialogue sans exclusif. Alors l'opposition congolaise réclame la tenue d'un dialogue inclusif hors du Congo et sous l'égide de la communauté internationale. Alors, ce qui ne semble pas connaître l'assentiment de ceux qui sont au pouvoir. Alors, nous voulons savoir ici quel est l'inconvénient ou l'avantage de la tenue d'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Mais parce que les Congolais sont quand même assez sérieux. Vous voulez que moi je règle les problèmes de ma maison dans ta maison? Pourquoi nous n'avons pas la notion de la valeur d'un État? Est-ce que ce n'est pas une question de crise de confiance vis-à-vis du pouvoir? Non, je dis non, pourquoi? Parce que la souveraineté ne s'achète pas, ça se mérite. Un État souverain ne peut pas dire j'en veux dialoguer, mais à titre de confiance au niveau de celui qui demande. Si je suis journaliste, là je vous débat en tant que journaliste, je fais la lecture du journaliste. La souveraineté d'un État ne se marchande pas. Demain quand tu es opposition, tu deviendras pouvoir, tu ne vas pas marchander la souveraineté de ton État. Ce que tu demandes aujourd'hui faire contre la souveraineté, tu vas le réclamer quand il sera au pouvoir. Ça vous rattrape malheureusement. Vous êtes journaliste, posez les jalons d'une chose. La souveraineté d'un État ne se marchande pas. Et ça n'appartient ni à l'opposition ni au pouvoir. Et vous êtes journaliste, vous dites non, l'État est souverain. Quand il est souverain, il règle ses problèmes chez lui-même. Nous n'allons pas faire un dialogue à l'extérieur comme s'il y avait impossibilité de s'entendre dans le pays. Qu'est-ce qui empêche aux Congolais de parler dans leur pays? Personne ne les empêche de parler dans leur pays. Le chef d'État a appelé au dialogue. Moi, là, je parle de l'histoire du Congo. L'opposition a fait son dialogue à Diata. Une autre partie de l'opposition a fait son dialogue à Sibiti. Mais ces deux dialogues sont importants. Qu'est-ce qui nous empêche de dialoguer entre nous? Le débat est à ce niveau-là. Mais, mon cher Robarigui, dans ce pays, il y a des gens qui sont levés qui ont dit, Monsieur le Président, nous pensons qu'il faille aller d'un côté en restant la règle du droit, de l'autre côté en restant le dialogue. Ces gens qui ont mis leurs mains à la pâte pour que ce pays aille, quand Ngolali dit, il faut aller éduquer Ngolali. Vous avez su que dans ce pays, il y a des gens qui se sont levés le matin pour dire, il faut aller avec l'apaisement, il faut aller avec la règle de droit, il faut aller avec les oui, mais attention, nous avons notre Mbongi. Je vous ai cité en partant, je reviens dessus. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, mais je dis à Innocent Paya, félicitations. Pourquoi? Il a dit, quand vous allez arriver au fin du mandat, les pays vont bouger. Ça veut dire quoi? Je reviens à cette thèse. Finalement, il y a une démocratie qui doit s'accoutumer à l'africaine. Et ma raison, c'est laquelle? Les États-Unis, le pape, la France, la Grande-Bretagne demandent de dialoguer. Dans leur conscience, ça n'existe pas. Voilà, nous allons accorder une minute à Fortuné Ngolali pour poser la dernière préoccupation. J'aimerais juste comprendre pour la crise entre Toumi et le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut, quel est le canal qu'il faut emprunter? Mais la règle de droit. En ce moment, on écarte le dialogue. Mais on ne dialogue pas avec l'individu. Vous voyez la différence? Le dialogue, c'est des institutions qui dialoguent. Ce n'est pas l'individu. Et c'est quoi la règle de droit? Voilà, la règle de droit, c'est quoi? Quand tu as cassé les biens publics, quand tu as brûlé, quand tu as tué,
Mais la solution est simple. Quand vous dialoguez, ok. Et quand on Vous passez par perte. Attends, je pose la question. Vous passez par perte et profil les morts. Quand on dialogue, on fait quoi? On a dialogué, on réhabilite tout, très bien. Mais les morts, vous les réhabilitez comment? Les biens, vous les réhabilitez comment? Voilà. On ne dialogue qu'avec une institution, un pays. Aucun pays au monde ne peut dire on s'assoit, on va dialoguer avec un individu. Démontrez-moi Ntoumé est une institution. Vous êtes journaliste, j'aimerais le savoir. Si Ntoumé n'est pas une institution, commencez dans votre bouche de dire on ne peut pas construire le mot dialogue contre le président Ntoumé. Voilà, c'est donc par ces propos de Aziz de Marseille que nous mettons un terme à cette émission que vous aurez le plaisir de suivre désormais sur Télé Congo chaque vendredi à partir de 22h30. J'étais pas seul, j'étais accompagné de Fortuna Ngolali, journaliste, le tout sous la coordination de Naomi Osinondé. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Libre expression. Merci de votre fidélité. À nous revoir vendredi prochain à 22h30, toujours sur Télé Congo et avec le même plaisir. Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme.